Madame, Monsieur, bonsoir. Et merci d'être à votre rendez-vous hebdomadaire sur la brèche. Juliette Bonkungu est l'invitée de ce dimanche. Magistrate de formation, ancien ministre de la fonction publique sous le régime Compaoré, femme politique, cadre dirigeant du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancienne présidente du Conseil économique et social, ancienne ambassadeur du Burkina Faso au Canada, Juliette Bonkungu est aujourd'hui députée et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Non, je ne sais plus. Ah, Juliette Bonkungu est actuellement députée. Elle n'est plus vice-présidente de l'Assemblée nationale. Désolé pour ce lapsus introductif. Ceci dit, Madame Bonkungu, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons une heure pour décrypter, commenter, analyser l'actualité nationale et internationale. C'est une tradition sur la brèche. Okay. Mais avant, je voudrais que l'on s'accorde quelques minutes pour parler de vous, évoquer des sujets qui vous touchent directement. Je voudrais cependant commencer par vous souhaiter la bienvenue sur ce plateau, Madame la directrice. Je relève cela parce que vous avez été directrice de la télévision nationale du Burkina. Quel sentiment vous anime lorsque vous revenez ici, dans cette maison que vous avez dirigée il y a de cela une trentaine d'années? Beaucoup d'émotions et de la fierté aussi, parce que il est important de rappeler que c'est l'équipe qui animait la télévision à l'époque, qui a négocié avec la France la construction d'un nouveau studio et l'achat d'un quart de reportage. Ça faisait partie vraiment de nos souhaits les plus chers. Évidemment. Et c'est le studio dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est le studio dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je vois que le quart de reportage, c'est une réalité aussi. Donc, de l'émotion et de la fierté. Quel regard vous portez sur la télévision publique aujourd'hui, 30 ans après? Je vois que pour ce qui concerne la télévision publique aujourd'hui, c'est un peu plus difficile qu'à notre époque parce que la compétition est rude et je sais comment il peut y avoir des conceptions divergences en ce qui concerne l'information publique et la télé en particulier, parce que les gens aiment se regarder, donc c'est un moyen puissant. On dit qu'une image vaut 1000 mots, donc ça fait que la télé est au centre de pas mal d'enjeux communicationnels et ma foi, le monde politique ne se prive pas de vouloir y jeter un regard et de vouloir l'orienter si c'est possible. Donc, elle est au centre d'enjeux de conquête et ou de conservation du pouvoir. C'est ça. Donc, mais je vois que malgré ça, si je m'en tiens à l'actualité relativement récente, les journalistes se battent pour essayer de donner à l'opinion publique une presse libre, équilibrée et au service de notre pays, et je voudrais les en féliciter. Alors, vous êtes femme politique, ancienne ministre, ancienne présidente du Conseil économique et social, comme je l'ai dit tantôt, députée de l'opposition, en l'occurrence le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir, dans un monde essentiellement dominé par les hommes. Comment est-ce que vous vivez cette réalité-là? Je crois qu'il ne faut pas soi-même se fixer des barrières. J'avoue que dans mon esprit, je ne me considère pas comme une femme, c'est-à-dire au sens d'une personne différente ou inférieure aux hommes ou pas. J'ai des convictions et je me donne le moyen de les mettre en œuvre. Donc, je ne me pose pas ces questions et j'invite l'ensemble des femmes à se battre d'abord pour obtenir une solide formation, parce que c'est vrai que pour nous les femmes, ce n'est pas facile. Pour arriver au même résultat qu'un homme, il nous faut souvent faire peut-être 2 fois plus, ne serait-ce que par le fait que nous avons des vies de famille et aussi par rapport à certaines conceptions assez retardées, qui n'est malheureusement pas le fait simplement
de nos parents au village, bien au contraire, mais qui est utilisé comme un instrument et une stratégie de préservation du pouvoir par les hommes. Donc il faut souvent aller arracher les choses et ce n'est pas facile. Alors dites-nous, comment est-ce que vous entrez en politique? Je vais vous expliquer. Moi, dans ma vie, ce qui m'intéressait vraiment, c'est être avocate. J'ai fait des études de droit, contrairement à bien d'autres personnes de ma génération, parce que je savais que je voulais faire le barreau, être avocate. Bon, j'ai donc, en même temps que je préparais la maîtrise, à l'époque, ça s'appelait comme ça ne s'appelait pas master, je ne sais pas quoi, master 1 ou master 2. J'ai donc préparé à Bordeaux le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mais comme la fonction d'avocate, c'est une fonction libérale, il faut bien, à l'époque-là, que vous vous trouviez le maître de stage. Et l'État n'avait pas encore mis en place une organisation pour cela. Je ne pense pas d'ailleurs que ça existe. Donc, après la maîtrise, je suis donc rentrée. Et comme ma famille connaissait, la seule personne qu'elle connaissait dans le métier, c'était Maître Passeré. Dieu merci, c'était une relation de ma famille. Il y a eu une rencontre au cours de laquelle Maître Passeré a parlé avec son cœur en disant « vous êtes des amis ». Je pense qu'intellectuellement, il n'y a aucun obstacle à ça, mais il faut savoir que la conciliation avec la vie de famille est difficile. Parce que quand vous entrez dans votre cabinet, vous savez à quelle heure vous rentrez, mais vous ne savez pas à quelle heure vous sortez. Et ça, c'est vrai. Donc, c'est difficile avec la vie de famille. Quand Maître Passeré est parti, mes parents ont commencé à pousser des cris d'orfèvre. « Juliette, toi, tu crois qu'il n'y a que les études qui comptent. Nous, nous pensons que pour toi, la vie de foyer est très importante, qu'il faut bâtir une famille, il faut être un être complet, patati patata, vous connaissez le reste. » Je me suis mise à pleurer de toutes mes forces et comme je pleurais si fort, ils ont accepté de recevoir celui qui était mon fiancé à l'époque et qui est devenu mon mari pour lui demander son avis puisque c'est nous qui allions vivre ensemble. Et quand ils lui ont demandé son avis, au lieu que lui-même il dise « je ne vois aucun obstacle directement », bon, il a dit, voilà, moi j'ai fait des études de médecine parce que je voulais faire des études de médecine. Je ne me vois pas le droit de dire à ma femme, fais ceci ou fais. Bon, quand il est parti, mes parents ont dit, oh là là, il est contre. S'il était d'accord, il allait dire qu'il était d'accord, etc. Donc, je suis repartie à Bordeaux, mon université d'études, dans ces contextes-là. Et pour l'époque, c'était encore très, très difficile pour un noir ou d'avoir un maître de stage blanc. Donc, je me suis vue obligée d'entreprendre des études de doctorat parce qu'en fait, je ne savais pas, enfin, j'étais perdue, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé par enseigner, puis j'ai rejoint la magistrature. Bon, et c'est à la magistrature que j'ai rencontré, je suis rentrée la fin de mes études en 84. On était en pleine révolution et ma foi, bon, j'ai glissé comme ça dans le monde politique. Alors, vous restez dans ce monde politique pratiquement depuis le début de la Révolution. Aujourd'hui, vous êtes à l'opposition. Je dirais de la majorité à l'opposition, la réalité n'est certainement pas la même. Comment on se sent lorsqu'on se retrouve quelque part sévré des délices du pouvoir et des avantages et attributs dont on jouissait sous les lambris de la République? J'avoue que pour ce qui me concerne, que ces délices du pouvoir, comme vous les appelez, je n'en ai pas connu. Parce que moi, je conçois le pouvoir comme une responsabilité, comme un engagement, et non pas comme quelque chose de délicieux. Donc, j'étais tout le temps préoccupée par l'atteinte des objectifs. Bon, je dois avouer que comme tous les ministres, j'avais un véhicule de fonction, mais avant même en tant que magistrat, j'avais déjà un véhicule personnel, donc ce n'est pas quelque chose qui était particulièrement nouveau. Et j'avais comme salaire, les ministres touchaient à l'époque
270 000 francs. Bon, 270 000 francs, c'était un petit peu plus élevé que mon salaire de magistrat, mais sans plus. Vous savez, quand on est à l'extérieur du pouvoir, on pense qu'il y a délices, lambris de la République, etc. Mais ceux qui y entrent savent qu'en réalité, c'est un lourd manteau. Mais c'est souvent l'attachement des hommes politiques à y rester qui fait qu'on se pose des questions. Non, enfin, je ne sais pas s'il y a un attachement à y rester, mais il y a une volonté d'aboutir à des résultats qui fait parfois que les gens ont le sentiment qu'ils pourraient faire mieux. Bon, mais ce n'est jamais fini et il faut savoir se retirer. Donc voilà ce que je peux dire. Alors au début de la décennie 90, on vous retrouve à l'UDS, l'Union des sociaux-démocrates. Ensuite au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Une partie de l'opinion, quelque part, vous attendait quand même parmi les démissionnaires du CDP. Surprise, votre nom ne figurait pas parmi les 75 qui sont partis. En janvier 2014 notamment. In fine, pourquoi est-ce que vous êtes resté? Je suis restée tout simplement parce que j'ai eu comme un coup de barre, parce que vraiment, j'ai donné le meilleur de moi-même pendant les 27 ans. Et je ne me voyais pas recommencer quelque chose. Ça, c'est à titre personnel. Mais sur le plan politique pur, j'étais favorable au référendum. Et je n'étais pas forcément pour les renouvellements à l'infini. D'ailleurs, je l'ai exprimé au président Compaoré lui-même. Mais je pense, moi, que c'est le peuple qui doit se prononcer. Et je me disais que pour que cet homme-là, qui a donné sa vie à ce pays, veuille y aller, je lui ai dit, tous nos ressorts politiques s'en sont allés, le climat nous est défavorable. Selon mon analyse, je pense qu'il ne faut pas y aller. Mais j'ajoutais que si vous aviez une raison particulière tenant à l'intégrité du territoire, à la paix et à la sécurité du pays, qui faisait que vous pensiez que vous avez des raisons de rester, moi, je vous propose d'aller au référendum, d'interroger le peuple. Voilà ma position. Parce que aller en insurrection, ça va un peu, ou agir autrement, disons, ça va contre mes convictions profondes en matière de système de dévolution du pouvoir. Parce que non seulement je suis juriste, mais j'ai évolué dans un système, j'ai fait mes études en France. Quand mes yeux se sont ouverts sur ces questions publiques-là, bon, j'ai vu fonctionner autrement, quoi. Donc, agir en dehors du peuple, en utilisant d'autres moyens, je ne me sentais pas à l'aise dedans. Aujourd'hui, ceux qui ont théorisé un peu cette insurrection estiment que c'était une façon pour le peuple d'exprimer son droit à la désobéissance civile. Non, il y a une chose qui est sûre, le peuple était en colère. Le peuple était certainement en colère, mais nous, hommes politiques, quelle était notre responsabilité en ce moment-là? Parce que, je vais vous dire, et je le dis d'ailleurs à mes amis et mes anciens camarades qui sont allés là, je leur ai dit avant, je le dis maintenant, quand on lance le pays dans ce genre d'aventure, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et moi, j'avais peur. La preuve, c'est que après le départ de Blaise Compaoré, on va dire le succès de l'insurrection, le pays est resté pendant 2 jours dans une certaine situation. Et ma foi, grâce à Dieu, nous en sommes sortis. Mais le pays aurait pu basculer dans toutes sortes de situations non souhaitées. Et quand aujourd'hui, je regarde avec un certain recul ce qui s'est passé, je me dis que ce qui a manqué aux insurgés, c'est une certaine anticipation sur ce qui pourrait venir en cas de succès de l'insurrection. Je crois qu'on était focusé sur départ de Compaoré ou en tout cas la non-modification de l'article 37. On n'avait peut-être pas
un type organisationnel qui nous permettrait de nous asseoir, qui leur permettrait de s'asseoir et puis dire qu'est-ce qu'on fait le jour d'après. Et la preuve, c'est que le jour d'après, le Burkina était dans une situation difficile et ça aboutit là où vous savez. La preuve, c'est que nous sommes venus à des élections. C'est parce que dans le système que nous avons choisi ou en tout cas hérité du colon, ben, la légitimité qui vaille là, c'est le suffrage du peuple. Donc, Alors, voilà. on dit bien quand même que les 3 mousquetaires étaient en réalité 4. Oui. Voilà, et que pourtant à l'arrivée, disons que le quatuor s'est transformé en trio. Roch, Salif, Simon, Juliette Bonkongo manquait à l'appel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, quelque part, vous avez des regrets? Non, non, non. Je n'ai aucun regret parce que je vais vous dire certaines choses que les gens ne savent pas. Nous avons eu notre dernière réunion avec Blaise Compaoré, si mes souvenirs sont exacts, le 3 janvier. Je sais que ce 2014. 2014, on était là, Roch, Simon, Nabo, enfin, nous 3 et puis je n'ai pas manqué ce jour-là d'exprimer clairement ce que je pensais. Bon, il y a eu quelques tiraillements et j'ai souhaité que nous allions à l'essentiel. C'était qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le pays devient, qu'est-ce que nous allons faire pour garder le pays dans la stabilité et autres. Et c'est comme ça que le président Compaoré m'a interpellé et il m'a dit, bon, Juliette, je te prie de tenter de rapprocher les points de vue entre vos camarades. Et il s'en est allé. Et j'ai proposé aux camarades qui étaient là que nous puissions nous retrouver le lundi. Et ils étaient d'accord. C'est-à-dire Roch, Simon, Nabo, et, Alain Yoda, Assimi, si ma mémoire est bonne. Et quand nous nous sommes levés, nous étions donc supposés nous retrouver le lundi. Ils étaient tous d'accord pour qu'on essaie de voir si on pouvait rapprocher des positions. Moi, j'avais un événement familial. J'avais un neveu qui se mariait. Bon, je suis partie. Le samedi, j'étais dans ça. Bon, j'ai quand même trouvé le moyen de rencontrer rapidement Roch pour qu'on échange encore et pour que je lui donne mon point de vue par rapport à ça. Mais à aucun moment, en ce moment-là, bien que j'avais des informations sur le fait qu'il y avait des réunions qui se tenaient, bon, l'imminence, ils ne m'ont pas mis dans la confidence de l'imminence même de leur départ. Donc, je suis rentrée et c'est le dimanche que le président Compaoré lui-même m'a appelé en disant Juliette, j'ai reçu une lettre de Roch, Simon et Salif qui m'annoncent leur départ et qu'ils ont créé leur parti. Comme vous me connaissez, je suis partie, j'ai rencontré Roch. Il m'a dit, bon, comme tu avais déposé ton dossier aux Nations Unies, nous, on ne voulait pas... l'État doit défendre ton dossier. On pensait que c'était mieux ainsi. Simon m'a dit, à partir du moment où tu as accepté cette espèce de médiation entre nous, nous avons pensé que peut-être ta position avait évolué. Enfin, chacun a donné son explication. Mais c'est parce que quand nous discutions ensemble, et moi c'est dans mon tempérament, on définit le contour de la situation. Et personnellement, moi j'étais favorable au référendum. Quel modus vivendi il aurait fallu trouver entre les différents protagonistes de cette crise au sein du CDP par exemple? Non, sur quoi ils auraient pu s'entendre, puisque c'était la question de l'article 37. Compaoré devait-il être candidat ou pas aux prochaines élections? Ça ne se présentait pas exactement de cette façon-là. Parce que le président Compaoré nous avait demandé de réfléchir à comment on allait sortir. C'est vrai qu'il a fait des prises de position qui pouvaient laisser entendre qu'il souhaitait rester. Mais nous devions également lui notifier
officiellement notre position. Et moi je pense sincèrement qu'à l'époque, il nous a manqué peut-être un certain courage politique, je n'en sais rien, de dire les choses en face au président Compaoré et même de convoquer un congrès extraordinaire et changer la position officielle du CDP qui était qu'il fallait aller à la modification de l'article 37. Et si les choses s'étaient passées ainsi, je ne vois pas le président Compaoré privé de pas seulement de ses 4 mousquetaires, mais aussi des autres, si le Congrès avait évolué dans sa position par rapport à l'article 37, je me plais à penser que peut-être il n'aurait pas insisté. Donc, oui, c'est pratiquement une symphonie qui a été inachevée du fait des a priori que chacun avait vis-à-vis de l'autre. Et moi, j'arrive à la conclusion que, vous savez, l'histoire est comme ça. Bon, parfois, un jour de plus ou de moins, et l'histoire peut prendre d'autres chemins. Mais je ne le regrette pas. Je suis là et bon, j'ai respecté leur choix. Je pense qu'ils ont respecté également mon choix. Et voilà. Alors, on parle de l'histoire, parce que dans l'intervalle, justement, l'insurrection populaire est passée par là, le régime Compaoré a été emporté. Au-delà des significations que l'on pourrait donner à ce qui est arrivé, dans l'analyse, on pourrait retenir, en tout cas, que pour l'histoire a donné quelque part raison à ceux qui sont partis. Est-ce que ce sont les mêmes leçons que vous tirez de l'histoire aujourd'hui? Je ne sais pas. Je pense que le rapport de force a amené à la situation que nous connaissons. Mais je trouve que les événements sont relativement proches pour que nous puissions en tirer véritablement des leçons pour l'histoire. Parce que vous savez, l'histoire a besoin aussi d'un peu de temps. Alors, on rentre dans l'actualité. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, votre parti, dont l'ère est à la refondation, sur fond de querelle et leadership entre les cadres du parti, quand même quelque part. Le parti qui se réunit pour son 7e congrès ordinaire, les 5 et 6 mai prochains. En ligne de mire, il y a bien entendu la présidentielle de 2020. Comment est-ce que vous entrevoyez cette bataille pour le contrôle du CDP? Je trouve que c'est normal. Je trouve même que c'est bien que, contrairement à ce qu'on disait, le CDP est mort, etc., qu'il y ait autant de gens qui ont la prétention de diriger ce parti et d'aller à la reconquête du pouvoir. Je trouve que ça prouve quelque part que c'est un parti qui garde son potentiel et qui intéresse ses militants et ses cadres. Et moi, je trouve que c'est normal. C'est normal que ça se passe ainsi et c'est bien ainsi. À un moment donné, on avait aussi parlé de vous, parce que ce n'est pas un secret que vous êtes aussi un des poids lourds de ce parti. Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne vous voit pas dans la bataille de tranchées qui se mène. Pourtant, je suis là. Je ne mène pas de bataille de tranchées, comme vous l'appelez, mais je suis là et j'apporte ma contribution. Disons que les fonctions que j'occupe avec un certain nombre de cadres du parti, notamment M. Mélégué Maurice, bon, nous faisons partie du Haut Conseil et nous travaillons dans ce cadre-là et nous nous félicitons d'avoir beaucoup œuvré pour arriver à ce que les gens s'entendent et qu'on reparte dans la cohésion à la préparation du congrès. Alors, à présent, un mot sur la problématique de la justice et de la réconciliation nationale et sur cette apologie de la justice transitionnelle dont votre camp politique, à travers notamment la CODER, notamment est devenu aujourd'hui le champion. Comment est-ce que vous vous situez sur cette question de justice transitionnelle? Bon, permettez-moi d'abord de vous dire qu'il est heureux de constater que sur la question de la réconciliation, apparemment tous les acteurs sont d'accord qu'il faut aller à la réconciliation nationale. Maintenant, le discours officiel est très réducteur en ce qui concerne cette réconciliation parce qu'on a l'impression
qu'on réduit la période d'abord à l'insurrection, la transition et le putsch, alors que de notre point de vue, ça va au-delà de ça, du point de vue temporel. Il s'agit en réalité d'un pays qui a connu beaucoup de difficultés à travers son histoire et qui a laissé des traces, de trouver le moyen de pouvoir recoudre le tissu social et d'améliorer le vivre ensemble et de favoriser ainsi l'unité, la cohésion et la paix dans notre pays. Dans ce sens-là, je me dis qu'avec tout le mérite que je reconnais à la justice classique, je pense que pour des problèmes de cette nature-là, la justice classique peut avoir besoin d'être complétée par une autre formule ou être précédée par cette formule qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, elle ne fait pas obstacle à la manifestation de la vérité, elle ne fait pas obstacle à la réparation, elle ne fait pas obstacle à la justice et à l'équité. Mais peut-être qu'elle met beaucoup plus l'accent sur l'équité que la justice entendue au sens de la mise en œuvre et de l'application des lois. Je suis magistrat, je puis vous dire que je souhaite de tout mon cœur que le procès qui est en cours sur le putsch ou les autres procès puissent aboutir à des solutions satisfaisantes. Mais j'ai quand même des inquiétudes parce que, vous savez, la justice entendue comme la mise en œuvre des lois et des procédures, elle peut ne pas aboutir à la justice entendue au sens de l'équité et de la prise en compte de la victime. D'abord, les délais sont parfois longs parce qu'il y a les incidents, les voies de recours, etc., etc. Et parfois, quand ça traîne, ça peut donner un sentiment de frustration parce que je pense essentiellement aux victimes. C'est pour cette raison qu'on aurait tort de balayer d'un revers de main cette question de justice transitionnelle parce que à travers le monde, on voit que les pays qui ont traversé des crises se sont parfois contentés de la justice dite alternative, transitionnelle. C'est le cas de l'Afrique du Sud, le Rwanda, mais on trouvait d'autres formules. Au Rwanda, vous savez qu'ils sont allés dans les quartiers et ils ont mis en œuvre les gachacha. Bon, notre pays peut aussi inventer son mode propre. Et vous savez à quoi moi je pense? Moi je pense que cette question-là, au moment où on s'apprête à aller au référendum pour une nouvelle constitution en vue de passer à une 5e république, je souhaite qu'on n'y passe pas avec nos casseroles d'avant. C'est pour cette raison que je propose que l'Assemblée nationale puisse se saisir de cette question et que la question de toutes ces questions-là soit reversée au référendum. Vous savez, un référendum, c'est quoi? C'est destiné à trancher directement par le peuple les questions d'intérêt national. Et moi, je suis dans cette logique-là. Mais il y a une partie de l'opinion qui estime que cette justice transitionnelle est une forme de prime à l'impunité. Non, enfin, ça c'est non. Non, parce que peut-être que les gens ne se sont pas expliqués suffisamment. Au sens où on voudrait faire la paix, signer une sorte de paix des braves au nom de la réconciliation nationale, justement, on ferait l'impasse sur un certain nombre de crimes. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il ne faut pas présenter les choses de cette façon-là. Moi, je pense que la justice doit être rendue en toute sérénité. Et vous êtes d'accord avec moi que dans ce climat surchauffé, on ne peut pas dire que c'est le climat le plus propice pour que les juges puissent rendre en toute sérénité leur verdict. Discuter, amener les gens à s'asseoir autour d'une table, à essayer de se regarder en face et à poser les problèmes, ça n'exclut pas que les gens puissent également aller devant les juridictions. Ça n'exclut pas la manifestation de la vérité. Par contre, rester dans le cadre strict comme ça, on peut se priver peut-être d'une voie qui aurait pu
compléter harmonieusement ce qui est entrepris au niveau de la justice conventionnelle. Alors, Mme Bonkongo, l'autre argument, c'est le renforcement de l'état de droit. L'état de droit tant réclamé par l'ensemble des acteurs politiques et des différentes composantes du corps social, ce serait justement simplement de respecter la règle de droit. Non, la règle de droit, on peut la respecter et aboutir à des résultats que les gens peuvent considérer comme inéquitables. Parce qu'il faut que vous acceptiez la règle de droit dans toutes ses contraintes. J'ai vu tous les débats qu'il y a eu lieu autour de la suspension. Bon, je ne souhaite pas qu'il y ait d'autres suspensions, mais des incidents de procédure, il peut y en avoir. Il y a quelqu'un qui s'était amusé à calculer, je ne sais pas sur quelle base, mais qui aboutissait au résultat qu'à ce rythme-là, avec les dossiers que nous avons, nous risquons encore d'être là dans 40 ans à traiter de ces dossiers. Donc, il faut accepter, le choix que l'on fait emporte des conséquences qu'il faut accepter. Vous avez un climat qui est quand même tendu. Et c'est peut-être pas le climat le plus propice pour rendre une justice sereine. Donc, allons-y. Personne n'est contre la manifestation de la vérité, pas les gens de la CODER qui proposent cette justice. Ils proposent quoi? Ils proposent qu'on s'asseye, qu'on essaye de discuter et de trouver notre moyen propre. Moi, je dis que je propose que la question soit reversée à l'Assemblée nationale, qui représente l'intégralité de la population, qu'on l'étudie et qu'on voit la possibilité d'aller interroger. Parce que si vous regardez c'est quoi, ce débat-là est accaparé par les politiciens. Et moi, je suis toujours gênée, même si je suis une femme politique, parce qu'il y a combien de personnes qui sont engagées dans les partis politiques. Finalement, c'est une poignée de personnes qui traitent de ça. La voix même des victimes, on ne les entend pas. C'est les politiciens qui parlent à la place des victimes et de leurs parents. Moi, je ne trouve pas ça totalement sain. C'est pour cette raison qu'il faut élargir le cadre. Il faut essayer de casser quelque part le monopole du débat des questions de société par les politiques qu'on peut soupçonner d'avoir des arrière-pensées politiciennes. En tout cas, la justice burkinabé, depuis des années, cristallise les passions des Burkinabés. Et la justice qui est également chargée de tous les péchés de ce pays-là. L'une des dernières sorties en date, justement, c'est celle de l'UFC, l'Union des forces centristes, qui parle de justice aux ordres, notamment dans le dossier du putsch du 16 septembre. Un procès qui chercherait non pas la justice, selon les leaders de l'UFC, mais la confirmation des accusations, en l'occurrence contre le général Bassoulé. Quel commentaire vous inspire cette déclaration conférence de presse aujourd'hui? Je pense qu'en tant que magistrat, je sais que la justice est incomprise. On lui fait beaucoup de procès, pour moi à tort. Croyez-moi, les magistrats, ils exercent dans des conditions extrêmement difficiles, un métier qui n'est pas du tout facile. C'est une ligne de défense corporatiste? Non. Ce n'est pas une ligne de défense corporatiste. Mais il est certain que de la même manière qu'au niveau de la télé, comme je le disais au début, de la communication en général, la tentation des politiques, c'est de pouvoir utiliser ces pouvoirs-là. De la même manière, cette tentation n'est pas absente du côté de la justice. Et si vous écoutez les avocats de Gilbert ou de Djibril Bassoulé, mais ce sont des gens qui ne demandent que la manifestation de la vérité selon les règles de droit qui existent. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut aboutir à un résultat qui n'est pas compris de l'opinion ou accepté par les victimes. Parce que la vérité de la justice n'est pas forcément la vérité. On reste en tout cas sur les questions de justice, mais cette fois sur le campus de l'université de Ouagadougou, l'université Joseph Kizerbo, où l'ANEB notamment accuse les autorités universitaires de faire fi d'une décision du Conseil d'État. Pour l'histoire, il y a un étudiant, Bahan Yenilo, c'est un militant ANEB qui est interdit d'inscription à l'université Joseph Kizerbo.
à la suite d'une altercation sur le campus et d'un conseil de discipline. Donc, cette sanction est cependant maintenue par les autorités universitaires, alors même que l'ANEB prétend que le Conseil d'État a demandé donc la suspension de cette décision. Résultat des courses, l'ANEB accuse les autorités universitaires simplement d'injustice et d'incivisme. Comment vous analysez? Non, pour moi, c'est très simple. Quand une décision de justice intervient, il faut l'appliquer. Justement, vous savez, chacun a sa conception de l'état de droit. Bon, mais il faut savoir que l'état de droit, ce qui lui donne la force là, l'impérium comme on dit là, ça s'impose. Si, effectivement, parce que c'est une question que je n'ai pas particulièrement suivie, mais si le Conseil d'État a délibéré et tranché dans ce sens, la décision du Conseil d'État doit être appliquée. Alors, on ne peut pas être démocrate et vouloir le contraire. On reste sur le campus de Zorona pour évoquer les 40 ans de l'UFR SEG sur fond de manifestations estudiantines, notamment contre les festivités, avec cette fois-ci à la manœuvre l'UNEF, qui est un autre syndicat étudiant. Des banderoles, en tout cas, ont été arrachées sur le campus et des slogans scandés, notamment contre cet anniversaire et pour réclamer l'ouverture de classes de master. Est-ce que ce sont des manifestations que vous comprenez? Oui, il faut d'abord que vous sachiez que, vous le savez, vous êtes passé par là. Ben, l'université, ce n'est pas le lieu par excellence où il y a un silence de cimetière. Disons que si à cet âge-là, les gens ne sont pas contestataires, à quel âge le seront-ils? Mais je dis que les intérêts des étudiants doivent être pris en compte à tous les niveaux. Et s'ils souhaitent la création ou la prise en compte dans leur formation de quelque chose, et si techniquement c'est faisable, je pense qu'il faut faire droit à cela. Mais je ne suis pas en train de dire qu'une université, l'administration d'une université doit être aux ordres. Mais il ne faut pas non plus être rigide sur des questions qui ne le méritent pas, c'est tout. En tout cas, on apprend que 6 enseignants seulement peuvent encadrer les masters pour un effectif de 800 étudiants à l'université de Ouagadougou. Alors, dans cette discipline, notamment en particulier, donc ce qui rend la chose matériellement impossible. 40 ans après la création de cette UFR, pour avoir été ministre, grand commis de l'État, dépositaire de l'autorité de la responsabilité publique, est-ce que vous assumez votre part de responsabilité dans ce qu'on peut considérer comme une faillite? Parce que c'est bien de faillite qu'il s'agit ici. Moi, je vais vous dire quelque chose. Bien sûr que j'assume ma part, mais ce que je pourrais également ajouter, c'est que, vous savez, il faut que les intellectuels soient respectés en tant qu'intellectuels. Ici, il y a 6 enseignants peut-être qui ont le profil pour donner, enfin, pour intervenir en master. Mais que dire de tous ces intellectuels, tous ces professeurs d'université gradés en mathématiques, en physique, qui préfèrent fuir et aller occuper des postes politiques? Je veux dire que nous avons beaucoup de problèmes. Si, parce que notre enseignement supérieur tel qu'il est organisé aujourd'hui, vous ne pouvez pas obliger des étudiants à choisir des filières. Nous, je sais qu'en tant que ministre de la fonction publique, nous avions été obligés à un moment donné, parce que nous cherchions vainement des professeurs de mathématiques, nous avons été obligés d'ouvrir le concours à nos frères de la CEDEAO, l'UEMOA en particulier, pour pouvoir faire le plein des profs de mathématiques. Si au niveau du Burkina, nous avons seulement 6, peut-être qu'au niveau de la sous-région, on peut procéder à des recrutements et permettre à cette discipline-là de se réaliser. Maintenant, pourquoi en 40 ans on est comme ça? Mais on est comme ça en 40 ans parce que peut-être la conception même de notre système universitaire n'a pas été la bonne et qu'elle doit être revue. Alors, l'actualité, c'est aussi la remise à plat des rémunérations des fonctionnaires.
dans un contexte de fraude sociale généralisée notamment. C'est à l'ancien ministre en charge de la fonction publique que je pose la question. Quelles sont vos perspectives sur cette problématique de la remise à plat des rémunérations? Vous savez, bon, comme je ne comprends pas très bien ce qu'on entend par remise à plat du système de rémunération, parce qu'il faut que vous sachiez que le système de rémunération va de pair avec la gestion de la motivation des agents. Personnellement, je ne trouve pas que les fonctionnaires burkinabés sont assez payés. C'est vrai qu'il faut ramener ça au niveau de la masse salariale. Mais la masse salariale, elle est peut-être au niveau où elle est, parce que aussi nos recettes sont au niveau où elles sont également. Qu'est-ce qu'il faut faire? Améliorer peut-être chaque fois le recouvrement de notre fiscalité, qu'elle soit de fiscalité de port, tous les impôts divers, etc. Mais peut-être aussi penser à une nouvelle imposition. Parce que le Burkina, la population augmente. C'est vrai qu'il y a le chômage, mais si vous regardez la structuration également de notre système fiscal, vous allez voir que les travailleurs contribuent pour une bonne partie. Parce que quand vous laissez tomber, parce que pour les travailleurs, c'est des coupures à la source. Avec l'UTS notamment. Mais quand vous prenez les autres secteurs, bon, on peut prendre parfois des marchandises et puis filer sur des vélos et puis traverser. Ben, il faut faire comprendre au peuple que si on veut des routes goudronnées, des maternités, des dispensaires, des écoles, il faut bien que nous puissions payer, que nous puissions mettre à la disposition de l'État ces moyens-là. J'ai toujours été réservé par rapport à cette focalisation sur les agents de l'État. Parce que, croyez-moi, ils font de leur mieux. Il y a beaucoup qui ne foutent rien, je suis d'accord, excusez-moi l'expression. Mais, justement, pour que la machine tienne là, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui portent sur leur dos une charge de travail énorme pour permettre à notre pays d'être là où il est. Vous savez, on part pour la plupart des missions du Burkina à Genève. Les gens vont dormir en France et partir de l'autre côté suivre les réunions. Moi-même, j'ai fait ça parce qu'on n'a pas les moyens de dormir en Suisse et de suivre les réunions. C'est dire qu'on consent d'énormes sacrifices. De toute façon, pour ce qui concerne le système de rémunération, il faut savoir qu'il y a un principe cardinal en matière de lutte syndicale et de droit du travail, c'est les droits acquis. Donc, qu'on veuille réfléchir sur le système de rémunération, il n'y a pas de problème à cela. Mais on veut aller où et qu'est-ce qu'on veut faire? Parce qu'on a le système, le principe des droits acquis, et on a aussi le fait qu'il faut combiner tout ça avec la gestion de la motivation des agents. Même ceux qui viennent des institutions internationales pour prêcher ce qu'ils nous prêchent, eux-mêmes, ils n'ont pas ces salaires-là. J'ai écouté un jour, il y a un professeur d'université sénégalais qui disait, mais écoutez, que moi je suis professeur d'université. Tout le monde sait combien coûte le sac de riz. Ma famille est composée de ma famille nucléaire, plus mes parents, mes petits frères et autres. Ben, un rapide calcul permet de voir que mon salaire ne me permet pas de faire face aux charges. Donc, la question, ce n'est pas seulement le système de rémunération, c'est aussi le coût de la vie. Alors, une autre actualité en rapport avec la gouvernance, c'est l'affaire dite des audiences facturées du chef de l'État. Une forme achevée de trafic d'influence, si on peut dire ainsi, en tout cas orchestrée dans un style d'entente quelque part mafieuse par des collaborateurs du président du Faso, qui compte notamment des espèces sonnantes et trébuchantes, joueraient les facilitateurs pour inscrire des demandes sur le cadet d'audience du président Roch Kaboré. En tout cas, l'information a été révélée par nos confrères de l'événement dans leur dernière parution. Quelle opinion vous avez de cette affaire? Je ne sais pas si l'information
a été confirmée. Mais si l'information est confirmée, je pense que l'administration de la présidence a tous les ressorts parce que il y a toute une gamme de sanctions qui est prévue à l'encontre du fonctionnaire fautif qui va de la suspension à la radiation. Donc, je me plais à penser que si l'information est confirmée, parce que la présidence, c'est le haut lieu par excellence de notre pays. Ça veut dire que ceux qui y travaillent, à l'instar de la femme de César, doivent être au-dessus de tout soupçon. C'est mon point de vue. Et si c'est confirmé, il y a lieu de faire quelque chose. Ça, je le dis même sans hésiter, mais je dis bien si c'est confirmé, parce que vous savez, on raconte tellement de choses. Les Burkinabés adorent ça, donc bon, j'en sais rien. Donc, on a appris par le Conseil, le compte-rendu du Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, qu'un projet de loi portant notamment à révision du Code pénal sera soumis à l'Assemblée nationale. Ce projet vise notamment le renforcement de l'état de droit. Le ministre Sango, qui remplaçait son collègue porte-parole du gouvernement d'Anguinou, a parlé notamment de code pénal actualisé et moderne pour une justice plus crédible, équitable, accessible et efficace. Fin de citation. En entendant en tout cas la lettre donc, de ce texte-là, est-ce que vous êtes d'accord avec au moins l'esprit? Oui, je suis d'accord avec... réviser le code pénal, bon, dans son principe comme ça, on ne peut pas être contre. J'ai demandé si je peux avoir le texte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais sinon, comme ça, ben, on ne peut pas. Si c'est pour renforcer l'état de droit, si c'est pour... Bon, on ne peut pas être contre la vertu. Alors, haute actualité, je vous dis, jeudi aux environs de 4 h du matin, des individus non identifiés, 8 personnes au moins, en tout cas, ont attaqué un poste des eaux et forêts. Bilan, un forestier tué, c'est dans la région de l'Est. Toujours à l'Est, un véhicule a sauté sur une mine dans le campement de chasse du Sengou. Et puis, dans la nuit du 13 au 14, un individu a été interpellé dans le quartier Karpala, c'est au sud-est de la ville de Ouagadougou, après des échanges de tirs, notamment avec des éléments de la BAC, la brigade anticriminalité, et a dit dans le Sourou, il y a eu un individu qui a attaqué un poste de douane et qui finalement a été abattu par les forces de défense et de sécurité. Alors, quel commentaire vous inspire, je vais dire, cette litanie d'événements funestes? Bon, en tant que citoyenne, évidemment de la tristesse, mais il faut sortir du cadre des incantations pour s'interroger qu'est-ce qui peut être fait raisonnablement. Ce n'est pas ma spécialité, la sécurité, mais je lis, je m'informe et je sais qu'actuellement, les analystes en matière de sécurité disent qu'il faut travailler parce qu'il est vain de penser qu'on peut du coup comme ça éradiquer le terrorisme. Mais il faut travailler à améliorer et à réduire la vulnérabilité des États. D'abord, par la formation, essayer, par exemple dans notre cas, si vous regardez, on dit que c'est les forces spéciales qui sont chargées de ces éléments de sécurité. Peut-être qu'il faut étendre la formation aux policiers ordinaires, ceux qui font les PV, aussi aux enseignants, je pense comme ça, une formation militaire aux enseignants, ils sont les plus nombreux fonctionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de militarisation de la société? Non, non, attendez. Pour moi, c'est en fonction des circonstances. Je ne vais pas m'arrêter sur des principes si ces principes-là ne collent plus à une certaine réalité. Donc, je pense qu'au niveau de la formation, déjà à l'intérieur des forces de défense et de sécurité, ne pas laisser, élargir la base de formation dans ce domaine-là à d'autres entités qu'à ceux peut-être qui sont là, etc. Mais voir également dans la société civile
les fonctionnaires de l'État, parce que vous savez que les fonctionnaires, dans l'esprit de Napoléon qui les a plus ou moins réglementés, ils étaient considérés au même titre que les militaires. C'est des serviteurs de l'État. Donc, il faut faire en sorte que peut-être les acteurs principaux de l'État, ils puissent recevoir aussi une formation qui permettra à l'instituteur qui est dans sa classe de savoir réagir si sa classe est attaquée. Moi, je pense que c'est en fonction des réalités qu'on essaye, en se projetant bien sûr, de prendre les dispositions qui conviennent. Donc, réduire la vulnérabilité par la formation, par aussi le renseignement, c'est-à-dire améliorer la collaboration entre les différents services de renseignement. Si vous prenez le cas des États-Unis, ce qui était arrivé au 11 septembre, ils avaient aussi l'information, mais ils ne l'ont pas traité convenablement. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire à ce niveau. Et puis, ma foi, les équipements aussi, parce que, bon, il faut améliorer d'une manière générale la réactivité non seulement de nos forces, et aussi de la population. Alors, le Burkina est-il définitivement entré dans la spirale terroriste? En tout cas, Mathieu Pellerin, qui est un chercheur du Centre Afrique de l'Institut français pour les relations internationales, interrogé notamment par nos confrères de RFI, estime entre autres qu'il faut parler avec les terroristes et que le refus de les avoir comme interlocuteurs, en fait, a montré ses limites dans les stratégies actuelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lis ça aussi, j'ai lu tout récemment. Donc, c'est une évolution qui est intéressante à suivre. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous prenez des pays comme les nôtres, bon, dans cette guerre asymétrique, nous allons peut-être assécher nos maigres ressources à poursuivre vainement des gens qui n'ont rien à cirer et qui sont là pour mourir. Ben, écoutez, moi, tout ce qui permet de mettre le peuple burkinabé à l'abri et en sécurité, moi, je ne rejette pas. Je n'ai pas d'a priori à ce. S'il faut passer par là pour arriver à sécuriser notre pays, moi, je ne rejette pas ça. En tant que responsable, j'ai un objectif, sécuriser mon pays, faire en sorte que ma population dorme en paix, se réveille, va qu'à ses occupations en fait. Je ne me mettrai pas des plafonds de verre, ou de fer même. J'irai, je chercherai par tous les moyens à le faire. Alors, en tout cas, l'argument contraire, c'est que ce sont les liaisons dangereuses du régime Compaoré, avec notamment la nébuleuse terroriste qui va au Burkina aujourd'hui d'être dans l'œil du cyclone. Non, en tout cas, les tenants de cette terre soutiennent notamment que la compromission finit toujours par ces pays et qu'il ne saurait être question pour le Burkina post-insurrectionnel de donner le gîte et le couvert à des gens qui ont des dessins obscurs. Vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel, vous savez bien que le président Compaoré, l'État burkinabé, à travers ses représentants d'alors, qui était le président Compaoré, Djibril, Bassolé, Gilbert, ils agissaient sous mandat de l'ONU qui leur avait donné la mission de la réconciliation et ils ont même été félicités pour ça. Donc ces gens n'étaient pas là parce que pour des liaisons dangereuses, mais c'est en exécution d'une mission qui a été confiée à notre pays que ces gens-là étaient là. Donc je crois que vraiment il faut que nous restions dans la réalité des faits. Les faits, c'est ça. Il y a même eu à l'endroit de notre pays des lettres de félicitations. Donc si aujourd'hui on veut prendre ces faits-là pour essayer d'expliquer qu'est-ce qui fait que le Niger est attaqué, qu'est-ce qui fait que le Mali est attaqué, est-ce qu'ils ont eu des liaisons dangereuses, qu'est-ce qui fait que tel et tel pays. Moi je pense, je suis dans un quartier populaire, vous savez ce qu'on dit dans mon quartier, les gens là disent nous, les explications là, on a fini avec ça. Quel que soit l'ennemi, ce que nous attendons de nos gouvernants, c'est qu'ils nous en
débarrasse. C'est qui qu'il soit, il faut nous en... L'explication, vous savez, ça me rappelle certains parents, certains enfants. Alors, quand ils amènent à la maison des mauvais résultats, ils passent le temps à dire la maîtresse ne m'aime pas, mes camarades copient. Tout. Il ne faut pas, tu sais, l'explicatif là ne résiste pas à l'analyse. Et j'ai même eu honte quand j'ai entendu certains débats, notamment le représentant de RFI à Bamako, qui a dit, moi-même, j'ai discuté avec Yagali, mais je ne suis pas un terroriste invétéré ou un promoteur du terrorisme. Il a dit, mot pour mot, il faut que les responsables burkinabés arrêtent ça, parce qu'ils savent très bien que le président Compaoré, il a précisé, je ne le défends pas, agissait pour le compte de l'ONU. Donc écoutez là, il ne faut pas chercher, quand l'histoire est là, il faut l'affronter. Nous sommes attaqués, il faut réfléchir et chercher des solutions. J'ai passé le temps à des jérémiades en recherchant des boucs émissaires. Admettons que ce soit lui qui a fait les liaisons dangereuses. Est-ce une raison pour que les responsables d'aujourd'hui ne mettent pas la population burkinabé sous protection et chassent les djihadistes? Alors, hors de chez nous, on a quelques minutes pour aborder l'actualité internationale. On commence par la Côte d'Ivoire avec des questionnements sur l'avenir notamment du RHDP. Pour certains analystes, le navire battant pavillon au Fouettis est en train de couler à pic. En cause, il a été torpillé en tout cas par la guerre de succession entre les Oufouettis par rapport donc à la fin du mandat prévu d'Alassane Ouattara en 2020. Quelle compréhension vous avez de ce qui se joue actuellement au bord de la lagune Brié? Bon, pour moi, le RDR comme le PDCI, notamment à travers leurs premiers responsables, ont eu l'intelligence politique de transcender leurs divergences et de créer un mouvement politique qui leur a permis de conquérir le pouvoir. Personnellement, pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina Faso et la sous-région en général, je souhaite que cette intelligence politique qu'ils ont eue à un moment donné les amène toujours à un dépassement des intérêts politiciens pour privilégier l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Et c'est tout le mal que je leur souhaite. En Russie, Vladimir Poutine teste sa popularité. Le maître du Kremlin vient d'organiser des élections. Candidat à sa propre succession pour un 4e mandat à la tête donc de la Russie. Une élection qui, en tout cas pour certains analystes, est déjà gagnée d'avance. Bien entendu, c'est la question du taux de participation qui semblerait être l'enjeu majeur de ce scrutin. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Que quoi? Que les élections sont gagnées d'avance. Oui, j'ai même reçu un poste où on a dit qu'il a été élu avec plus de 70%. Mais je n'ai pas le taux de participation. Écoutez, ne soyons pas dogmatiques. Hein. Je pense que chaque pays se doit de se donner le système de gouvernance qui lui convient pour se positionner tant au plan international qu'au plan national, et je m'interdis de porter un jugement. La Chine vient de sauter le verrou de la limitation du mandat qui dit que la durée n'est pas un facteur positif pour le développement des nations. Ben, je vais vous dire, et je pense que vous le savez déjà, vous savez, le château de Versailles qui fait la fierté des Français aujourd'hui n'a pas été construit dans un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Je peux dire d'une manière générale... C'est peut-être pour cela que les Français ont coupé la tête. Non. Attends. Ils l'ont coupé, il y a eu restauration, il y a eu beaucoup de turbulences avant qu'on arrive au système actuel. Ce que je veux dire, si vous prenez d'autres pays, vous prenez par exemple l'Angleterre, vous prenez la Hollande, ils ont opté pour le maintien des systèmes royaux, même si ils ont
eu l'intelligence d'y mettre une dose de démocratie à travers les élections des premiers ministres et autres, les mandats des premiers ministres ne sont pas limités. Vous savez, faisons attention et disons-nous la vérité, ce n'est pas tout ce qui vient d'ailleurs qui est bon et qui est commercialisable au Burkina. On revient chez nous et on termine là-dessus. Oui. L'information sur la disparition de Jean-Baptiste Natama, en tout cas, est tombée ce matin. Colonel de l'armée, intellectuel, ambassadeur, homme politique, candidat à la dernière élection présidentielle. Jean-Baptiste Natama est décédé aujourd'hui à l'âge de 54 ans. Que retenir de l'homme? Pour moi, c'est un digne fils du Burkina Faso qui s'en est allé, un brillant combattant pour le développement du Burkina, mais de l'Afrique même, parce qu'il a été directeur de cabinet de Zuma. Je suis fort attristée. Je présente mes condoléances à sa famille, à ses amis et aussi à toute la population burkinabé qui perd ainsi un brillant intellectuel, mais aussi un bon militaire parce qu'il a combattu vaillamment en 84 dans le cadre de ce qu'on a appelé la guerre de Noël. 85. C'est 85, excusez-moi. Donc, quand quelqu'un comme ça tombe, c'est triste. C'est triste. Ça vient après une série noire des hommes politiques qui sont partis, Issouf, Salif, Valère, des hommes importants de culture, Idrissa, le chanteur. Quand ça vous arrive comme ça dans un pays, c'est bien triste parce que c'est la sève nourricière intellectuelle qui s'en va. Donc vraiment, je souhaite qu'il soit accueilli dans le royaume et que la terre du Burkina Faso lui soit légère. Mais je trouve ça très triste. On s'arrête là pour ce dimanche. Merci. Vous vous arrêtez là, mais si j'ai une minute, ce que je peux ajouter, c'est que les Burkinabés doivent beaucoup réfléchir pour ne pas être encore les derniers. Vous savez bien qu'au Kenya, je m'attendais à ce que vous me posiez la question. Au Kenya, vous savez que Uhuru Kenyatta et puis Raila Odinga, ils ont fait la paix. Ils se sont réconciliés. Vous savez qu'en Angola, les gens, le MPLA, parti au pouvoir, s'apprête à réhabiliter les pères de l'indépendance, Savimbi et Roberto Holden. Bon, on peut citer d'autres exemples. Ne soyons pas en reste. Je suis pétrie de la culture, moi aussi, qui dit que quelquefois, là, quand tu chasses ton bibera, c'est la chèvre du voisin qui te mange. Qui aurait pu penser que ces gens-là auraient pu se réconcilier? Allons-y vraiment dans quelque chose qui permet à ce pays-là de se relever et d'aller de l'avant. Et laissons tomber, faisons la grande politique. Laissons tomber la petite politique à la petite semaine et puis tout ça là. Voilà ce que je peux dire. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, tant pis. Merci, Madame Bonkoungou, d'être passée sur la brèche. C'est passé. C'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain en direction, je vous retrouve dimanche prochain à partir de Bobo Dioulasso, plus tôt, avec un autre invité sur la brèche. D'ici là, bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. Bonsoir.